Alors, cette seconde vidéo pour vous présenter les documents que j'ai également mis à votre disposition au sujet d'Épicure et de son école. Alors, une première série de documents sont des extraits du livre 10 de Diogène Laërce, dont je vous avais dit qu'il était consacré à présenter Épicure, son œuvre et son école. Donc, j'ai donné 3 extraits, les chapitres 3 à 8. C'était une série de témoignages de malveillance contre Épicure, qui très clairement mettent bien en évidence cette réalité de la vie entre les écoles, hein, la manière dont les attaques personnelles pouvaient être très acerbes, très dures, voire injurieuses entre philosophes. Ensuite, les chapitres 9 à 14, c'est alors le contraire, c'est l'apologie d'Épicure, c'est-à-dire le portrait que l'on pouvait présenter au sein de l'école, le portrait que ses disciples pouvaient promouvoir de leur maître. Et les chapitres 26-28, c'est l'œuvre d'Épicure, donc l'ensemble des titres d'ouvrages qui sont attribués à Épicure, dont vous verrez qu'ils sont très nombreux par rapport à ce que nous conservons. Hein, comme vous savez, nous avons conservé assez peu de choses d'Épicure. Le témoignage de Diogène Laërce permet de saisir à quel point la perte est considérable. Et j'ai aussi résumé ce qui se situe dans les derniers chapitres de ce livre 10, c'est-à-dire le plan des 3 œuvres intégrales d'Épicure qui ont été conservées par Diogène de Laërce, la lettre à Hérodote, la lettre à Pythoclès et la lettre à Ménécée. Ça vous permet d'avoir une idée très générale du contenu de ces textes. Donc ça, c'est pour le livre 10 de Diogène Laërce. Donc je passe très vite là-dessus. Donc maintenant, quelques éléments sur Épicure, la fondation de son école et son école elle-même. Alors là, le texte pour illustrer cela, c'est un texte que vous connaissez sans doute assez bien, c'est le texte, ce sont 2 extraits de Lucrèce, un extrait du chant 3 et un extrait du chant 5, qui sont les 2 éloges d'Épicure conservés par Lucrèce dans son De Natura Rerum. Donc c'est à partir de la lecture de ces 2 éloges que je vais vous proposer quelques remarques, là encore en reprenant les notes de cours que j'ai mises à votre disposition. Alors, dans ces notes de cours, vous verrez que j'indique que le grand poème de Lucrèce, donc qui est un poème épicurien, De Natura Rerum, comprend au total 4 éloges d'Épicure, au chant 1, au chant 3, au chant 5, au chant 6, qui peuvent être mis en comparaison avec d'autres éloges qui sont compris dans le même poème. L'hymne à Vénus du chant 1, notamment. Alors, il y a eu tout un débat assez long sur le sens de cet hymne à Vénus dans le De Natura Rerum. Pourquoi le poète ouvre-t-il son texte sur cet éloge à une divinité? Alors, ce n'est pas tellement cela qui est l'enjeu du débat, parce que je dirais que là, c'est un topos de la poésie d'inspiration épique dans l'Antiquité, c'est de se placer sous la figure tutélaire d'une divinité, mais l'enjeu du débat était plutôt de savoir pourquoi Vénus et pas une autre divinité. Alors, une autre question que j'introduis de manière très rapide dans mes notes, c'est la question du rapport des épicuriens avec les dieux. En effet, dans la philosophie épicurienne, la religion qui est perçue sur le mode de la superstition n'est pas un enjeu. Elle n'est pas un enjeu puisque les épicuriens considèrent que les dieux existent, donc il n'y a pas de velléité d'athéisme dans l'épicurisme, donc les dieux existent bien, mais les dieux vivent dans leur monde de dieux, si vous voulez, et ils ne se soucient nullement du monde des mortels, qui ne les intéresse pas, puisqu'ils sont des dieux. Et donc, les dieux n'interviennent pas. Les dieux n'interviennent pas dans nos affaires, les dieux n'interviennent pas dans l'économie générale du monde. Ils vivent juste leur vie, leur éternité de Dieu.
Donc, si vous voulez, il n'y a pas de refus de la divinité chez les épicuriens, mais très clairement, la divinité est mise à l'écart. Les questions de religion, de théologie sont totalement marginales dans cette philosophie. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est beaucoup demandé pourquoi ce poète, qui se présente comme un épicurien, pouvait ouvrir ce poème consacré à la pensée d'Épicure par l'éloge d'une divinité. En sachant qu'Épicure lui-même, pour les épicuriens, est considéré comme un dieu. Lucrèce, à plusieurs reprises, emploie l'expression quasi-deus pour désigner Épicure. Il l'appelle un presque dieu. Il est comme un dieu. Donc, je vous passe tout le débat. C'est un débat assez riche sur cette question et ce sens de l'éloge de Vénus. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les éloges d'Épicure. Donc, sur l'Épicure quasi-deus, d'Épicure qui est presque divin. Donc dans mes notes, vous verrez un résumé du plan de l'éloge du chant 3, qui est un plan en 2 parties, qui comprend l'éloge à proprement parler, et qui résume les vertus de l'enseignement d'Épicure et les 3 points qui sont les points fondamentaux de l'enseignement d'Épicure: son enseignement sur les dieux, c'est-à-dire le fait que les dieux ne se soucient pas de nous, son enseignement sur la nature, donc la physique d'Épicure, et son enseignement sur le monde en général. Il y a une expression que j'ai mise en avant par rapport au texte de cet éloge, alors le texte latin, l'expression qui est employée par Lucrèce, c'est l'expression d'aurea dicta, donc qui en latin signifie littéralement les paroles en or, les paroles d'or. Alors cette expression renvoie à la tradition des vers d'or de Pythagore. En effet, les pythagoriciens apprenaient par cœur les paroles du maître. C'était en quelque sorte une sorte de texte fondateur et sacré pour eux. Et on sait que dans certains lieux où le pythagorisme avait cours, ces paroles d'or étaient d'or, pas simplement d'un point de vue métaphorique, mais parce que les disciples les avaient fait graver sur des tablettes, sur des lamelles d'or, de manière non seulement à les conserver pour l'éternité, mais aussi à montrer leur caractère tout à fait précieux. Alors, Lucrèce emploie l'expression lui-même dans cet éloge, donc c'est par référence aux aurea dicta, aux vers d'or de Pythagore, pour assimiler les dits et les écrits du maître à ces textes sacrés du pythagorisme. Alors, comme pour les pythagoriciens, nous savons que les épicuriens apprenaient par cœur, connaissaient par cœur, étaient capables de réciter par cœur les maximes souveraines d'Épicure. Ces maximes souveraines, c'est une sorte de, si vous voulez, de texte dans lequel, sous forme de maximes brèves, tous les éléments de l'enseignement du maître sont résumés. C'est donc assez facile à mémoriser et ça donne, si vous voulez, ça livre l'essentiel de ce qu'il faut connaître de la pensée du maître. Je vous ai résumé aussi le plan de l'éloge du chant 5, qui est un plan en 3 parties. Donc vous verrez la manière dont je résume ces 3 parties. Alors maintenant, sur la suite du document, j'ai un certain nombre de notes qui portent sur la constitution de l'école et sur l'enseignement d'Épicure. Alors, j'insiste sur un point qui est le premier que vous lirez dans mes notes, c'est le fait que l'école d'Épicure est, de toutes les écoles de philosophie de l'Antiquité, celle qui a conservé tout au long de son histoire la plus grande unité doctrinale. Je vous ai parlé de l'histoire de l'Académie, qui est une histoire complexe, avec des périodes de rupture, des évolutions de la doctrine, qui font que lorsque l'on écrit l'histoire de l'Académie, eh bien, on divise en quelque sorte cette histoire en différentes périodes, qui correspondent à différentes formes que prend la pensée dite platonicienne. Dans le cas de l'école d'Épicure, on s'aperçoit, par le fait même que les disciples vénéraient à la lettre
les enseignements du maître, puisqu'ils en connaissaient par cœur les textes fondateurs, eh bien la doctrine est une doctrine qui n'évolue pas. C'est-à-dire que l'épicurisme, tel qu'il est enseigné plusieurs générations après la mort d'Épicure, est tout à fait proche de l'enseignement des origines. Il y a donc une très très forte orthodoxie au sein de cette école. Alors, du moins en apparence. La réalité, lorsque l'on étudie d'un peu plus près ce qui nous reste de la tradition épicurienne en termes de sources, bon, on s'aperçoit que la réalité était sans doute moins évidente, moins simple. De fait, Épicure est vénéré comme un dieu. Les disciples célébraient tous les ans avec solennité son anniversaire. Et il le célébrait comme on peut célébrer un festival, c'est-à-dire avec des sacrifices, des banquets, etc., tout un ensemble de rituels. Alors, au point que cette école a pu servir de modèle, a pu être perçue comme un modèle par certains auteurs chrétiens, par certains pères de l'Église, qui, même si du point de vue de la doctrine, évidemment, ils ne pouvaient absolument pas adhérer à l'épicurisme, puisque la doctrine épicurienne, dans son contenu, est totalement incompatible avec les enseignements du christianisme. Donc, ce n'est pas évidemment la doctrine d'Épicure qui intéresse les pères de l'Église, mais le fait que l'histoire de l'école d'Épicure et la manière dont cette école fonctionnait leur a semblé offrir un modèle parfait de ce que pouvait être l'Église. Donc je vous ai donné dans mes notes une citation de la préparation évangélique de Zeb, qui cite en fait un passage d'un auteur pythagoricien qui est Numénios, dans lequel il est question de cette perfection que incarne l'école d'Épicure. Alors, j'ai aussi mentionné un passage de l'encyclopédie de Pline, l'histoire naturelle de Pline, dans son livre 35, dans lequel Pline donne un portrait assez intéressant et assez cocasse des disciples d'Épicure. Alors, c'est un passage dans lequel il déplore ce qui est la mode contemporaine, qui est celle d'exposer dans sa maison, alors il s'agit évidemment des aristocrates, enfin des personnages issus de la haute société, d'exposer dans sa maison des portraits d'hommes célèbres. Là où, dans la tradition romaine, ce que l'on exposait en termes de portraits dans sa maison, c'était le portrait des ancêtres. Et Pline déplore le fait qu'à son époque, de plus en plus, les portraits des ancêtres disparaissent et sont remplacés par les portraits de grands poètes, grands philosophes, etc., etc. Donc, sans doute pour faire étalage de sa culture. Et chez les épicuriens, nous dit Pline, eh bien, ce sont des portraits d'Épicure qui sont omniprésents dans l'espace domestique. Alors, et de fait, j'ai aussi mentionné un autre passage de Cicéron qui se moque en quelque sorte de son ami Atticus, qui est aussi un épicurien, en lui disant que de toute façon l'image d'Épicure est omniprésente autour de lui, et que donc il lui est impossible d'oublier qu'il est un épicurien, tant Atticus est entouré sans cesse de cette image d'Épicure. Donc sur des tableaux, mais aussi sur des coupes, sur des bagues. Donc on imagine qu'effectivement les épicuriens devaient s'entourer de toutes sortes d'objets. Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de fétichisme, si vous voulez, toutes sortes d'objets commémoratifs qui représentaient Épicure. Un peu comme, je dirais, aujourd'hui, les fans de Johnny, ou les fans de Michael Jackson, ou les fans d'Elvis, ont tous les t-shirts Johnny Elvis, et les posters, et tout ce que vous pouvez imaginer pour se caractériser comme membre, en quelque sorte, de la confrérie des fans de la star. Donc, il y a eu une mode, si vous voulez, il y a eu une mode de l'épicurisme qui a pu aussi s'exprimer sous une forme qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la pratique philosophique elle-même, mais qui témoigne à la fois de la postérité de cette pensée, mais aussi de la véritable vénération qui entourait la figure du fondateur.
Donc, que peut-on dire sur la fondation de l'école elle-même? Alors, vous verrez les éléments que j'ai mis dans mes notes. Épicure n'a pas fait école dans le cadre que nous avons retenu, c'est-à-dire celui du jardin, qui va devenir le lieu de son enseignement en tant que maître d'école dans un premier temps. Il a dirigé différentes écoles avant, dans différents lieux, et avant de s'installer à Athènes, dont il était originaire. Épicure est un citoyen d'Athènes, et d'y fonder l'école qui va passer à la postérité. Alors, l'école est fondée dans un lieu qui est le jardin, alors qui est un lieu privé. Vous vous souvenez que dans le cas de l'Académie de Platon, le lieu n'était pas un lieu privé, c'était un sanctuaire tout à fait officiel, situé à la périphérie d'Athènes, que Platon va en quelque sorte s'approprier pour y délivrer son enseignement, mais ce lieu n'est pas sa propriété. Dans le cas d'Épicure, c'est différent. Il s'agit d'une propriété privée. C'est un jardin. Alors un jardin, c'est-à-dire un grand terrain en fait, clos de murs. C'est assez important, cette idée de clôture de murs. Donc c'est vraiment un lieu auquel tout le monde n'a pas accès et qui va être réservé aux disciples. Donc c'est là qu'Épicure va tenir école. Donc c'est un jardin dans un quartier qui était lui-même un quartier constitué de jardins, à proximité d'un temple de Vénus. Ça explique peut-être l'éloge de Vénus du chant 1 du De Natura Rerum de Lucrèce. Donc là, les témoignages sont assez unanimes pour rapporter, comme dans le cas de l'Académie de Platon, le succès immédiat et la grande influence que connut ce jardin d'Épicure, avec une particularité sur laquelle les sources insistent. Ça, c'est un point qui va distinguer fortement l'école d'Épicure d'autres traditions philosophiques, c'est le fait qu'on y acceptait des femmes. Donc plusieurs textes donnent des noms de femmes qui auraient suivi cet enseignement, donc qui auraient été admises à suivre l'enseignement. Le caractère privé du lieu explique peut-être ce fait. Vous savez que dans le cadre de la cité athénienne et dans le cadre du monde grec de manière générale, les activités sociales sont extrêmement genrées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les activités sociales qui concernent la vie des femmes et les activités sociales qui concernent les hommes, et de manière générale d'ailleurs les femmes ont peu accès aux pratiques sociales de la cité. Donc on a vraiment un monde dans lequel la distinction entre les sexes est très forte et les lieux ou les activités à travers lesquelles hommes et femmes peuvent se rencontrer sont quand même assez limités dans le monde grec, et c'était le cas évidemment des écoles de philosophie. Et si vous repensez à l'académie, donc un des moments importants dans la pédagogie était le banquet. À travers le banquet, on a affaire à une pratique qui est une pratique essentiellement masculine, une pratique virile, de laquelle les femmes sont évidemment totalement exclues. Alors, dans le cas d'Épicure, il semble que le fonctionnement n'ait pas été de cet ordre. Alors, on imagine que la présence de femmes restait quand même quelque chose d'assez marginal. Les femmes représentaient une minorité des disciples d'Épicure, mais elles étaient admises, et c'est peut-être, je le redis, du fait du caractère privé du lieu qui permet en fait au maître d'organiser le fonctionnement de son école selon les modalités qui sont les siennes, sans avoir de compte à rendre. Donc, comme dans le cadre de l'Académie de Platon, on a affaire à une véritable communauté philosophique et spirituelle au sens fort, avec la notion de philia qui s'applique là aussi de manière très très forte. Caractéristique de cette école, c'est que les biens y sont mis en commun. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi inspiré du modèle pythagoricien. Chez les pythagoriciens, il y avait une communauté totale de biens entre amis, et on a toutes les raisons de penser que c'était la même chose dans le jardin d'Épicure, c'est-à-dire que lorsque vous deveniez disciple d'Épicure, vous acceptiez de mettre vos biens à disposition de l'ensemble de la communauté. Donc tout était partagé, et notamment les ressources pendant les périodes de difficulté.
Donc vous verrez quelques éléments qui résument à travers quelques références textuelles cette vie au sein de l'école, donc qui est une vie communautaire au sens forte du terme. Alors, vie communautaire qui repose sur une discipline forte et une ascèse très très forte. L'école d'Épicure a sans doute été une des écoles les plus ascétiques de la tradition antique. Alors ça, c'est une image qu'on n'a pas conservée de l'épicurisme, parce que les adversaires de l'épicurisme, très tôt, ont tout fait pour offrir de l'épicurisme le visage d'une philosophie hédoniste, hein, c'est la philosophie du plaisir, donc d'une philosophie de la débauche, etc., de la débauche et des excès. Or, l'épicurisme, ça n'est pas du tout cela. Hein, ça se voit très bien dans les textes, hein, dans les textes qui traduisent l'enseignement du maître, mais aussi à travers les témoignages que nous avons conservés de ce qu'était la vie au sein de la communauté. C'était une pratique extrêmement ascétique. Et dans le cas de l'épicurisme, on peut véritablement dire que la philosophie, ce n'est pas simplement l'adhésion à une doctrine, mais c'est aussi un exercice de vie, c'est une discipline de vie, c'est une conversion totale, à la fois conversion de l'esprit, mais conversion de la personne qui accepte d'entrer au sein d'une communauté et d'en accepter toute la discipline et toutes les règles. Alors, avec une discipline qui reposait sur un certain nombre d'exercices et de pratiques très codifiées, qui étaient imposées à tous les disciples et sur lesquels on a conservé quelques témoignages. Alors, l'exercice de ce qu'on appelle en grec la paressia, c'est un terme très difficile à traduire, paressia, c'est la franchise, la sincérité, c'est la liberté de parole. On le traduit parfois par confession. Alors, effectivement, il y a quelque chose un peu de la confession dans cet exercice, c'est que les disciples étaient invités à régulièrement se confier de manière totalement collective auprès donc de l'ensemble de la communauté et à confier bien tout l'état de leur âme, si vous voulez. Et ça faisait partie d'un exercice de maîtrise de soi et d'apprentissage de la maîtrise de ses passions. Alors évidemment, il ne faut absolument pas confondre cela avec la confession dans le cadre du christianisme. Hein. Donc c'est pour ça que la traduction par confession est un peu délicate, mais ça donne quand même une petite idée de ce dont il peut s'agir. J'indique dans mes notes qu'il y a une dimension thérapeutique très très forte, un aspect thérapeutique très très fort qui est lié à cette pratique. On apprenait aussi à contrôler ses plaisirs, et la sexualité en particulier était extrêmement réglementée au sein de cette école, donc rien à voir avec l'image d'hédonisme et de débauche que les adversaires de l'épicurisme ont ensuite véhiculé. Et on y pratiquait des exercices spirituels sur lesquels malheureusement nous n'avons qu'assez peu de témoignages, mais véritablement il s'agissait d'exercices de méditation, hein, qui pouvaient amener les disciples dans un état spirituel, si vous voulez, supérieur. Donc des exercices de méditation très complexes et très poussés. On retrouvera la même chose dans le stoïcisme, où l'école au sein de laquelle les disciples et les maîtres pratiquaient des exercices spirituels, des exercices de méditation très très poussés. Et puis j'ai mentionné dans ma lettre, enfin, la troisième partie de la lettre à Ménécée, donc l'un des principaux textes d'Épicure que nous conservons, qui met très très clairement en évidence la dimension thérapeutique de cette ascèse, de cette discipline et donc de cette philosophie, puisque la lettre s'ouvre sur un parallèle entre philosophie et art médical. Donc la philosophie, c'est une thérapie, au sens fort du terme, une thérapie de l'âme. La médecine, c'est la thérapie du corps. La philosophie, c'est la thérapie de l'âme. Mais cette thérapie de l'âme peut passer par la maîtrise du corps, à travers la maîtrise des plaisirs. Et j'ai rappelé le paragraphe 133, très important de cette lettre à Ménécée, qui propose ce que les Épicures appelaient, et les épicuriens après lui appelaient le tétrapharmakos, c'est-à-dire les 4 remèdes qui caractérisent la pensée d'Épicure, donc les 4 vérités, les 4 axiomes qui garantissent la tranquillité de l'âme. Je vous ai rappelé sur mes notes quels sont les constituants de ce tétrapharmakos. Voilà, donc j'espère que tout cela vous permettra de lire avec un peu plus de facilité les documents que je vous ai adressés.